Suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina sur ici-tout.tv. Voyez chaque seconde d'action en direct. Tous les sports, toutes les épreuves, où vous le voulez, quand vous le voulez. Du 6 au 22 février sur ici-tout.tv. Téléchargez l'appli. Nous sommes le vendredi 6 février. Voici à la une. Bon début de journée, bon vendredi, petite dernière de la semaine pour plusieurs avant cette fin de semaine qui peut-être serez-vous rivés à vos écrans puisqu'on l'entendait dans le bulletin d'information radio, les Jeux olympiques et cérémonie d'ouverture aujourd'hui officiellement lancée. Bien sûr, il y a eu des compétitions là, déjà dans les derniers jours, mais la fièvre olympique là, va véritablement s'emparer de tous ici à compter d'aujourd'hui. Et donc, je le disais, dernière journée de la semaine pour certains, on va se parler justement de travail ce matin, particulièrement de retour au bureau, puisqu'Ottawa a dévoilé ses plans pour le retour des fonctionnaires fédéraux en présentiel au travail, donc 4 jours dès cet été pour les employés. Les cadres, eux, dès le mois de mai, vont devoir être au bureau 5 jours. Une décision qui est loin de plaire aux syndicats là, qui représentent les professionnels. Jean-Philippe Robillard va venir nous en parler un peu plus tard à l'émission. Sinon, toute l'équipe est là autour de la table. Élise Jeté, Jean-François Paradis, Véronique Méran. Bonjour. Bonjour. Élise, on va y revenir justement à cette cérémonie d'ouverture. Bien des prestations là, à venir. Oui, des prestations, dont celle d'Andrea Bocelli, qui sera de la partie. Une cérémonie qui est sous le signe de l'harmonie. C'est la grande thématique qu'on va essayer de représenter à travers ce spectacle-là. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va se traduire. Et Véronique, on va déchirer le diachylon là, tout de suite. Il faut faire ça rapidement. Je vous annonce. On aura un refroidissement assez marqué aujourd'hui. Oui, je pense aux gens de l'Abitibi, entre autres, qui connaîtront cette joie de cet après-midi, un mercure qui pourrait chuter d'une dizaine de degrés en quelques heures. Alors, ça vous donne une idée de la férocité de ce front froid qui s'amène. Front froid qui va traverser le Québec là, d'ouest en est et ça va engendrer des chutes de neige. Donc, la situation sur le sud, le centre du Québec, ce matin, c'est qu'on verra encore un peu de soleil. Par la suite, la tendance sera à l'ennuagement. La neige commence dès la matinée vers l'Abitibi, le Témiscamingue, descendra tranquillement vers les Laurentides, la Naudière, secteur de l'Outaouais en fin de journée. Le Grand Montréal sera touché au cours de la soirée, de la nuit prochaine. En moyenne, 5 à 10 cm dans ça. Un petit peu moins, un petit peu plus par endroit. Ce qu'on remarquera surtout, c'est qu'étant donné la chute rapide des températures, le risque de bourrasque, formation de bourrasque derrière ça, est quand même assez élevé. Donc, à surveiller principalement là, pour l'Abitibi, le Témiscamingue, l'Outaouais, les Hautes-Laurentides aujourd'hui. Bourrasque de neige possible en après-midi, fin de journée. Les températures seront à la baisse, évidemment, après le passage du front. Donc, fin de semaine froide derrière ça. On retrouvera une bonne dose de soleil sur le sud, le centre de la province. L'est aura droit des températures moins froides, si on veut, mais quand même un petit peu plus de nuages au cours de la fin de semaine. Donc, les maximums anticipés aujourd'hui, moins 8, moins 9 degrés. Montréal, les environs, on va comme ça jusqu'à Québec. La nuit prochaine, le mercure continue de dégringoler tranquillement, donc moins 12, moins 13. Et en cours de journée samedi, on perdra encore des degrés. Stabiliser le mercure autour de moins 15, moins 17. Les averses de neige et le vent devraient s'estomper samedi mi-journée. Ça reste assez nuageux samedi, sud-centre du Québec, et on retrouve davantage de soleil dimanche. C'est la nuit de samedi à dimanche qui sera la plus froide avec des températures sous la barre des moins 20 et près de celle des moins 15 le jour. Je parlais des gens de l'Abitibi aujourd'hui. Il fait moins 9 ce matin. Le mercure sera à la baisse jusqu'à moins 18, moins 20 cet après-midi. Les averses de neige laisseront 2 à 4 cm. Par contre, le week-end sera froid et ensoleillé. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, tendance à l'ennuagement cet après-midi, moins 11 à moins 13 aujourd'hui. On aura des flocons au cours de la soirée de la nuit prochaine. La Gaspésie, la Côte-Nord, encore une bonne dose de soleil. Moins 8, moins 10 au thermomètre. Plus de nuages en fin de semaine, mais des températures de l'ordre de moins 4 à moins 6. Donc, quand je disais un petit peu moins froid dans l'Est, ça va ressembler à ça. En territoire ontarien, venteux et neigeux, c'est ce qu'on peut dire à partir de ce matin. Le mercure est à la baisse. Donc, Toronto, Windsor, les températures chutent, les vents se lèvent, les averses de neige se mettront de la partie. 5 à 8 cm encore pour Toronto. On a été servi cet hiver. Allons-y comme ça. Du côté de Windsor, un peu moins, mais quand même, ce sera venteux.
venteux aussi. Moins 16, moins 17 là, ce soir. Ottawa, 5 à 10 cm. Ça commencera tranquillement cet après-midi. Et les conditions printanières se poursuivent dans l'Ouest. Vous savez qu'on a encore plusieurs records qui ont été établis du côté de l'Alberta en raison de la douceur. Hier, entre autres, à Calgary, les premiers 20 degrés de l'année au pays ont été atteints. 4 février, secteur de Lethbridge. Alors, évidemment, c'est un record en termes de précocité. Les températures, 6 à 13. Aujourd'hui, Edmonton et Calgary, moins 2 à Regina, un petit peu plus de nuages. C'est l'hiver comme il faut sur le sud du Manitoba. Il fera moins 16. Ce sera ensoleillé, mais le mercure va remonter au cours des prochains jours. Et à Vancouver, plutôt variable, entre 11 et 14 degrés. Ça se prend bien. 20 degrés, ça s'en viendra dans l'Est un jour. Mais bon, le diachylon est retiré. Peut-être un peu de réconfort. Maintenant, Véronique, on pourra se tourner là, vers la lumière, davantage de lumière. Exactement, parce qu'aujourd'hui, 6 février, débute le printemps solaire. Ça, c'est la période qui est comprise entre le 6 février et le 5 mai. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que les 3 prochains mois vous offriront 70 % plus de luminosité que les 3 derniers. Alors, lentement, mais sûrement, les soirées s'illuminent tranquillement. On verra la lumière au bout du tunnel. Fera du bien. Fera du bien. C'est le bienvenu. Jean-François, victoire hier soir des sénateurs. Oui, les sénateurs d'Ottawa qui jouaient leur dernier match avant la pause du tournoi olympique. Donc, ils se mesuraient aux Flyers de Philadelphie. Victoire de 2-1 en prolongation. Tim Stützle a marqué le but victorieux, son 28e de la saison sur une passe de Brady Tkachuk. Les Sabres de Buffalo ont perdu contre les Penguins de Pittsburgh 5-2. Pourquoi je vous parle des Sabres de Buffalo? C'est parce que ça permet aux Canadiens de Montréal de conserver le 2e rang de la division Atlantique jusqu'au retour de la pause olympique. Le tournoi de hockey olympique masculin commence le 11 février. Ce sera le 12 pour le Canada contre la République tchèque. Un mot de basketball, il y a le Canadien Bénédicte Mathurin qui a été échangé aux Clippers de Los Angeles. Effectivement, Bénédicte Mathurin, c'est un des très bons jeunes joueurs du circuit de la NBA. Donc, le Québécois de 23 ans a été échangé aux Clippers de Los Angeles. Il allait devenir joueur autonome avec compensation cet été. Donc, on n'a pas pris de chance du côté des Pacers de l'Indiana. Du côté des Pacers, on a également mis la main sur le joueur de centre Isaiah Jackson, 2 choix de premier tour et un choix de deuxième tour au repêchage. En contrepartie, les Pacers obtiennent les services du vétéran Ivica Zubac, et du jeune garde Kobe Brown. Bénédicte Mathurin avait aidé l'équipe c'est moins d'un an après avoir aidé les Pacers de l'Indiana à atteindre la finale du circuit de la NBA. Très bon jeune joueur qui a maintenu une moyenne de 17,8 points marqués cette saison et 5,4 rebonds. Il passe donc aux Clippers de Los Angeles. Et puis les Raptors de Toronto jouaient hier. Ils ont battu les Bulls de Chicago 123-107. Et vous le disiez, vous évoquiez les Jeux olympiques. Ça se poursuit aujourd'hui. Oui, ça se poursuit. Comme vous le disiez un petit peu plus tôt, en fait, ça commence officiellement, mais même si ça fait 2 jours que l'action est en cours et il s'est passé pas mal de choses en 2 jours. Ce sera aussi l'ouverture officielle de ces Jeux olympiques avec la cérémonie d'ouverture à 14h, heure de l'Est. Du point de vue du sport, en ronde préliminaire au curling double mixte, ça va très bien pour l'équipe canadienne. La paire canadienne de Jocelyn Peterman et Brett Gallant étaient vaincus en 3 sorties. Une victoire contre la Norvège 6-3 dans leur 2e match et dans leur troisième match des Jeux comme tel, 2e match du jour. Les Canadiens ont eu raison. Des champions olympiques en titre et champions du monde, les Italiens Stefania Constantini et Amos Mozaner au compte de 7-2, donc une victoire intéressante devant les favoris locaux pour les Canadiens. Ils jouent en ce moment contre les États-Unis, c'était 3-3 il y a quelques minutes de ça. En planche à neige, qualification chez les hommes pour le grand saut, ce qu'on appelle le Big Air. Le Québécois Francis Jobin a obtenu son billet pour la finale qui va se dérouler samedi. Il a obtenu 170,75 points. C'est un résultat qui est bon pour la 6e place des qualifications. Élie Bouchard et Cameron Spalding n'ont pas réussi à se qualifier en terminant au 14e et 22e rang. Les 12 premiers passaient en finale. Et en patinage artistique, on a commencé la compétition par équipe. En danse, c'était le segment rythmique. Ce matin, Piper Gillies et Paul Poirier ont terminé leur présentation. Ils étaient au 2e rang du classement général après leur rythmique. Belle nouvelle, ça. Jean-François, là, ça va être difficile en fin de semaine parce qu'il va falloir faire des choix ou avoir plusieurs écrans ouverts parce que dimanche, ce sera aussi le Super Bowl. Oui, c'est sûr. On l'avait oublié, celui-là, le Super Bowl. C'est vrai qu'il y a tellement de choses. Et Véronique me parlait d'ailes de poulet, qu'est-ce que tu vas manger et tout ça. Et la plupart des gens me parlent de ça, mais ne savent même pas quelles seront les équipes qui vont jouer parce qu'il y a un match aussi. Attends, les Seahawks sont là-dedans. Les Seahawks de Seattle, ils seront contre les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Évidemment, le spectacle de la mi-temps sera présenté par Bad Bunny. Et donc, je dois vous dire rapidement qu'il y a peu d'amateurs qui s'attendaient à ce que ces 2 équipes se rencontrent au Super Bowl. Donc, c'est un peu une finale surprise. On s'y attendait depuis quelques semaines, mais dans le déroulement de la saison, on a été un peu étonnés de voir ces 2 formations qui connaissaient des saisons moyennes dans les dernières années atteindre le Super Bowl. Et le Super Bowl nous donne bien souvent des matchs aussi assez surprises, donc ce sera à voir dimanche. Merci Jean-François. Merci.
Alors, on va faire le tour de ce qui retient l'attention des quotidiens dans les unes ce matin. La presse revient sur les tergiversations au sein de la coalition Avenir Québec en ce qui concerne le projet de troisième lien autoroutier dans la capitale nationale. Charles Cavalier, Fanny Lévesque écrivent que la fissure a pris de l'ampleur à la CAQ, que l'affrontement sur la question ne se limite plus qu'à la course à la chefferie du parti entre Christine Fréchette et Bernard Drinville, mais que vraiment les députés également s'en mêlent. Il y a le député de Beauce-Nord qui admet que certains collègues sont mitigés sur le troisième lien, mais que les caquistes sont capables de se parler. À lire aussi sur le même sujet la chronique de Paul Journet ce matin qui écrit que le troisième lien est devenu un acte de foi, que l'adhésion inconditionnelle, elle est inconditionnelle en fait, peu importe le coût, la pertinence ou la faisabilité technique. Donc, ces deux textes à lire dans la presse ce matin. Aussi, Le Devoir s'intéresse aux formations universitaires courtes destinées aux enseignants non légalement qualifiés. Dans les dernières années, le gouvernement du Québec a incité le milieu universitaire à mettre sur pied ce genre de formation pour permettre rapidement l'obtention d'un brevet qui autoriserait qui donnerait une autorisation permanente d'enseigner dans les écoles. Le problème, c'est que la capacité de ces programmes-là, à analyser en fait ces programmes-là, elle est limitée parce que près de la moitié des postes du comité qui est responsable d'en faire l'analyse sont vacants. Donc, dans ce contexte, il y a des experts qui s'inquiètent que certaines formations qui n'ont pas encore été accréditées accueillent déjà des étudiants. C'est un texte de Zachary Goudreau à lire en une du Devoir ce matin. Sur le radio-canada.ca, poker menteur entre l'Iran et les États-Unis, c'est une analyse de François Brousseau en marge de négociations qui doivent s'ouvrir aujourd'hui entre Téhéran et Washington. Des discussions qui ont lieu sur fond de menaces militaires de la part des États-Unis. C'est ce que rappelle François Brousseau. Ce qui fait qu'on peut se demander, selon lui, si l'Iran n'est pas le prochain pays sur la liste de Donald Trump après le Venezuela. L'ordre du jour de cette rencontre demeure d'ailleurs flou, mais il y a certains objectifs clairs, concrets sur la table en priorité. Le nucléaire iranien, le programme de missiles et les alliances de Téhéran. Des négociations qui s'annoncent difficiles. François Brousseau image qu'on se trouve devant un poker menteur où tout le monde a les doigts croisés derrière le dos. C'est à lire sur notre site Web. Aussi, le Journal de Montréal revient ce matin sur cette arrestation de policiers à Toronto qui va, selon d'anciens enquêteurs, créer vraiment une commotion à l'échelle nationale. Laurent Lavoie écrit que les corps policiers ne sont pas à l'abri, les corps policiers du Québec ne sont pas à l'abri de corruption de la sorte. Et de leur côté, les journalistes Éric Thibault et Félix Séguin nous disent que le narcotrafiquant canadien Ryan James Wedding, qui a été arrêté, vous savez, au Mexique à la fin janvier, après une longue cavale, il a soudoyé des policiers de Toronto pour pouvoir soutirer des renseignements confidentiels. Idem pour le cartel mexicain Sinaloa. C'est ce qu'a appris le bureau d'enquête du Journal de Montréal. C'est à lire ce matin. Également, sur le même sujet, le Globe and Mail, qui avait des informations hier, revient avec d'autres détails, nous explique que les arrestations pourraient compromettre en fait de nombreux dossiers criminels devant les tribunaux, pourraient entraîner aussi l'annulation de condamnations antérieures. La police de York, c'est elle qui est chargée de mener cette enquête dans ce dossier, a déclaré que les enquêteurs n'ont aucune information en ce moment sur des enquêtes en cours ou des affaires judiciaires qui auraient pu être compromises, mais que le rôle des policiers, des agents qui ont été arrêtés, ils seront examinés dans les différentes enquêtes justement pour savoir ce qui aurait pu être corrompu. Tout ça à lire donc ce matin dans le Globe and Mail. 6 ans après la pandémie de COVID-19, les fonctionnaires fédéraux vont devoir augmenter leur présence au bureau. Et ça parce que c'est Ottawa qui a dévoilé son plan, veut qu'il fasse moins de télétravail. On va en parler ce matin avec Jean-Philippe Robillard. Bonjour.
Bonjour Marie-Michel. Jean-Philippe, le gouvernement fédéral les oblige là, à venir donc plus souvent au bureau. Oui, le gouvernement veut qu'ils viennent travailler plus souvent en présentiel, comme on dit maintenant, qu'ils soient plus présents sur les lieux de travail, ce qui était moins le cas. Vous en avez un peu parlé depuis la pandémie. On le sait, il y avait beaucoup de télétravail qui était effectué par les fonctionnaires. Mais là, on sent que le gouvernement fédéral veut renverser la vapeur, si on peut dire, qu'il veut ramener les fonctionnaires au bureau. Alors, dès le mois de juillet, là, ça va se faire assez rapidement, le gouvernement fédéral va obliger les fonctionnaires à se rendre au bureau 4 jours par semaine plutôt que 3, comme c'est le cas actuellement depuis le mois de septembre, alors que les cadres, eux, Marie-Michel, devront s'y rendre à temps plein, c'est-à-dire 5 jours par semaine dès le mois de mai. Alors, c'est ce qu'a fait savoir hier le secrétariat du Conseil du Trésor aux différents ministères via des messages pour joindre les employés. Et c'est en 2023, là, après la pandémie, que le gouvernement fédéral a imposé à ses employés d'être présents au bureau 2 à 3 jours par semaine. Alors donc, on passerait donc maintenant à 4 jours pour les employés et à temps plein pour les cadres. Et les syndicats avaient déjà été vocaux sur la question. Sans doute, Jean-Philippe, ça ne fait pas l'affaire, là, cette décision des syndicats qui représentent les fonctionnaires. Non, c'est clair qu'ils sont déçus. C'est clair que ça ne fait pas leur affaire, même si le gouvernement fédéral, Marie-Michel, dit qu'il va consulter les syndicats pour la mise en œuvre de ce qu'il qualifie de plan de retour au bureau. Les dirigeants syndicaux, je vous dirais, de ce que j'ai entendu, sont en colère. Ils déplorent d'abord le fait de ne pas avoir été consultés dans cette décision d'Ottawa. Ils déplorent le fait qu'ils ont appris le choix, la décision du gouvernement fédéral en même temps que tout le monde, en même temps que tous les employés, alors que selon eux, le télétravail, ça augmente la productivité des fonctionnaires fédéraux. On écoute le président de l'Association canadienne des employés professionnels, Nathan Pryor, qui dénonce, lui également, cette décision du gouvernement Carney. Le manque de respect depuis 2 ans. Nous demandons au Conseil du Trésor d'avoir une discussion sur les bénéfices, sur les économies, sur la productivité, tout qui est mis en œuvre avec des droits de télétravail flexibles qui nous laissent déterminer ils sont où, les personnes, ils travaillent où et où est-ce qu'ils sont les plus productifs. Alors, de son côté, il y a l'Alliance de la fonction publique du Canada qui voit dans cette annonce du gouvernement fédéral, dans cette obligation d'être présent 4 jours pour les fonctionnaires, un véritable affront d'Ottawa pour tous les fonctionnaires fédéraux. C'est loin d'être terminé, donc, cette histoire, à voir comment ce sera reçu là, dans les différents milieux. Merci, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Voilà, c'est aujourd'hui, on en parle déjà, les préparatifs qui vont bon train depuis plusieurs semaines. Petit à petit, on a certains morceaux. Élise Jeté, on y est rendu à cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Toujours tant attendue, la cérémonie d'ouverture. Moi, j'ai toujours hâte, en tout cas. C'est une grande fresque, un grand spectacle. On nous promet aujourd'hui un grand spectacle à l'italienne, diffusé à travers le monde entier, évidemment. Côté musique, on aura le ténor italien Andrea Bocelli, la star américaine Mariah Carey, qui devrait interpréter un titre en italien, et également l'artiste italienne Laura Pausini. Necesitas vivirme un poco más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí. Grosse voix quand même qu'on Intéressant. entend. Oui. Particularité de ces Jeux, la cérémonie se déroule sur plusieurs sites différents entre Milan, Cortina et d'autres lieux, ce qui complique un peu le défilé des athlètes. Ils vont être dispersés plutôt que réunis. Les organisateurs promettent une cérémonie plus classique et moins provocante que celle de Paris en 2024. Celle d'aujourd'hui est axée sur l'harmonie, la culture italienne, l'opéra aussi. La direction artistique de la cérémonie a été confiée au metteur en scène Marco Balic. Il était déjà de la partie lors des Jeux olympiques d'hiver de Turin en 2006 et des Jeux d'été de Rio en 2016. Près de 2 milliards de téléspectateurs qui sont attendus partout à travers le monde. Marie-Michel et j'en ferai partie.
2 milliards 1. Donc, Oui, exactement. Oui. Si on revient chez nous, Élise, il y a le quatuor montréalais Rose là, qui revient avec un nouvel album. Oui, Mort Rose, c'est un 3e album qui s'intitule tout simplement Mort Rose. Voici la chanson J'ai des problèmes. Moi j'ai des problèmes qu'ils ne comprennent pas. Et puis les gens chantent On y retrouve un rock psychédélique ensoleillé, porté par une vraie camaraderie, donc 4 amis dans la vraie vie. Une énergie franchement contagieuse, je dois dire. L'album est réalisé par Alexandre Larin, alias Larynx, ce qui a permis à l'album de se faire un peu plus dans l'amusement que dans la concentration, si on veut, parce qu'il y avait comme quelqu'un d'autre pour les encadrer. Donc, beaucoup de plaisir de jouer de la musique qu'on ressent sur cet album-là. Mort Rose va lancer l'album à Montréal le 12 février à l'Escogriffe, dans le cadre du festival Taverne Tour, dont je vais vous reparler la semaine prochaine. Et pour ceux et celles qui ont suivi MasterChef Québec l'automne dernier, sachez qu'Alexandre Archambault, le chanteur de Mort Rose, c'est le Alexandre de MasterChef de cette année. Bon, certains pourront mettre un visage sur la voix. Sinon, c'est parti pour la comédie musicale Évangéline. Viens sentir ton cœur battre et célébrons toute la nuit. C'est une fresque musicale ambitieuse, Marie-Michel, qui revisite la déportation des Acadiens à travers une relecture contemporaine. 22 chansons originales, quand même, c'est pas rien. Le spectacle redonne chair donc à ce mythe vieux de 270 ans, en faisant aussi une place centrale à la nation Micmac. Et sur scène, il y a Maude Cyr Deschênes qui incarne Évangéline, moderne, forte aussi. Un personnage très, très costaud, en fait, parce que beaucoup de poids sur ses épaules dans ce spectacle qui porte son nom, finalement. Et après Montréal, il faut savoir que la comédie musicale va prendre la route vers Québec, Trois-Rivières et Moncton. Tournée pour Évangéline. Sinon, l'autrice-compositrice torontoise Charlotte Cornfield dévoile un nouvel extrait de son album à venir. Oui, la chanson s'appelle « Living with it ». Baby, I'm just better at living with it than you are. But I'm the one crying in my car, telling you to go. Chanson pour laquelle elle a collaboré avec la chanteuse néo-écossaise Feist. La collaboration avec Feist est née presque par hasard à travers un groupe de discussion de musiciennes mères en tournée. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux autour des femmes artistes qui ont des enfants. Eh bien, c'est une discussion à ce sujet-là qui a mené à cette collaboration, ce que je trouvais assez bien. Donc, l'album complet est attendu le 27 mars prochain. Marie. Et cet extrait très doux, très bon dans les oreilles par cette fin d'hiver. Merci, Élise. Grand plaisir. Ben voilà, c'est là-dessus que se termine l'émission. Votre équipe du matin prendra le relais dans quelques instants. Je vous souhaite une excellente journée, excellente fin de semaine également, en vous rappelant que c'est parti officiellement pour les Jeux olympiques, cérémonie d'ouverture qui aura lieu plus tard aujourd'hui, à voir sur toutes nos plateformes. Excellente journée. Oyez, oyez, dévoreurs et dévoreuses de mythes et légendes. Ici Charles-Antoine Desgranges et je vous invite à investiguer avec moi les mystères les plus étranges de notre planète. Mythe ou mystère, un balado à écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio.